Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la nouvelle La peur de Guy de Maupassant, un récit fascinant qui explore les différentes formes de la peur à travers deux anecdotes racontées par un homme au visage brûlé. Maupassant y étudie non seulement les manifestations physiques et psychologiques de ce sentiment universel, mais aussi la manière dont l'imagination humaine peut transformer une simple appréhension en véritable terreur. Le capitaine du navire entreprend d'abord de narrer à son équipage une anecdote au cours de laquelle il dit avoir éprouvé la peur. L'un des membres de l'équipage intervient alors pour rectifier sa conception, estimant que le capitaine se méprend sur la véritable nature de ce sentiment. Selon lui, la peur authentique ne saurait se réduire à une simple émotion passagère ou à un trouble de l'esprit. Elle ne se manifeste que dans des situations exceptionnelles, empreintes d'étrangeté et de mystère, lorsque le danger demeure diffus et indéterminé. L'homme poursuit en relatant sa première expérience de la peur véritable. Alors qu'il traversait les vastes dunes situées au sud de Ouargla, en Afrique, accompagné d'un ami et de 8 spaïs, il fut frappé par la beauté singulière du désert, où les ondulations du sable évoquaient des vagues figées en pleine tempête. Épuisés et manquant d'eau, ils avançaient péniblement sous une chaleur accablante lorsque retentit soudain un bruit de tambour provenant d'une direction impossible à déterminer. Les Arabes qui les escortaient furent saisis d'effroi, convaincus qu'un présage de mort s'abattait sur eux. Peu après, l'ami du narrateur s'effondra, victime d'une insolation. Pendant 2 longues heures, il s'efforça en vain de le ranimer, tandis que le son du tambour, obsédant et continu, résonnait dans le silence du désert. C'est alors, confie-t-il, qu'il connut la véritable terreur. Le commandant, intrigué, l'interrompit pour obtenir des précisions sur l'origine de ce tambour. L'homme répond qu'il s'agissait sans doute d'un simple écho amplifié par les dunes, sans pouvoir toutefois en être certain. La seconde expérience de la peur qu'il relate remonte à l'hiver précédent. Il s'était alors aventuré dans une forêt du nord-est de la France pour une partie de chasse. Son guide avait prévu qu'il passe la nuit chez un garde forestier. En chemin, il lui apprit que cet homme avait tué 2 ans auparavant un braconnier, un événement qui l'avait profondément marqué. À leur arrivée, le garde forestier parut nerveux et sur ses gardes. Après avoir ordonné que l'on prépare une chambre pour ses visiteurs, il confirma les propos du guide et ajouta qu'au cours de l'année précédente, il avait entendu la voix du braconnier mort l'appeler. Selon lui, cette voix revenait chaque année à la même date et il l'attendait encore cette nuit-là. Malgré ses efforts pour les rassurer, le narrateur constata que la peur qui les habitait était telle qu'aucune parole ne parvenait à les apaiser. Il se retira finalement dans sa chambre lorsqu'un cri du garde forestier le fit sursauter. Celui-ci affirmait entendre à nouveau la voix. Le chien, jusque-là paisiblement endormi, se redressa soudain et se mit à aboyer furieusement. Les aboiements, incessants et oppressants, achevèrent d'installer une atmosphère d'angoisse. Submergé par la tension, le guide décida d'enfermer l'animal dehors. Peu après, ils distinguèrent une silhouette à la fenêtre. Aussitôt, le garde forestier saisit son arme et tira. Terrifiés, ils demeurèrent barricadés à l'intérieur jusqu'au lever du jour. À la lumière du matin, ils découvrirent avec effroi que le garde forestier avait abattu son propre chien. L'homme conclut son récit par ces mots : « Cette nuit-là pourtant, je ne courus aucun danger. Mais je préférais revivre toutes les heures où j'ai affronté les plus terribles périls plutôt qu'une seule minute du coup de fusil sur la tête barbue du Judas. » La nouvelle La peur propose ainsi une réflexion approfondie sur la nature et les manifestations de ce sentiment. Bien que le thème de la peur soit fréquent dans la littérature, Maupassant s'en distingue en intégrant une dimension surnaturelle qui renforce la tension dramatique. À travers ces 2 anecdotes, il démontre que la peur est une expérience profondément humaine, irréductible à toute autre émotion,
est souvent plus violente lorsqu'elle naît de l'imaginaire que du danger réel. En somme, la peur illustre avec force la fragilité de la raison humaine face à l'inconnu. Maupassant montre que ce n'est pas le danger lui-même qui effraie, mais l'incertitude qui l'engendre. La peur devient ainsi une expérience intérieure, où l'imagination dépasse la réalité et où l'homme, livré à lui-même, découvre les limites de son courage. Maupassant n'a pas écrit sous l'emprise de la folie, et son génie ne doit rien à la maladie neurologique qui devait finalement l'emporter. Toutefois, l'angoisse qui traverse son œuvre s'enracine dans une expérience existentielle authentique, laquelle irrigue en profondeur son imaginaire littéraire. Cette expérience intime devient la matrice d'un dispositif fictionnel dont la fonction est précisément de représenter et de sonder les formes multiples de la peur et de la déraison. Près d'un tiers de ces quelques 300 récits brefs s'articulent autour de ce motif fondamental. Mais même ceux qui n'abordent pas explicitement les troubles de la personnalité en portent l'empreinte. L'esprit humain demeure pour Maupassant un objet de fascination constante. Une phrase, parmi les plus révélatrices, résume à elle seule cette obsession de la psyché. L'esprit de l'homme est capable de tout. Ce mystère du fonctionnement mental est pour lui une source d'angoisse, car il confronte directement à la frontière incertaine entre le normal et le pathologique, entre la raison et la folie. L'angoisse du temps qui passe, celle de la solitude et de la mort, atteignent dans son œuvre un degré d'intensité extrême, précisément parce qu'elle mène aux confins de la démence, là où se manifestent les obsessions, les névroses et les délires. Aucun de ses romans n'échappe à cette tension, qu'il s'agisse du désespoir de Jeanne dans Une vie, de l'inquiétude existentielle de Pierre ou de Bertin, ou encore du triomphe illusoire de Bel-Ami, tous sont traversés par cette conscience aiguë de la fragilité humaine. Même le discours du poète Norbert de Varenne à Georges Duroy, au cœur de Bel-Ami, laisse transparaître la certitude tragique que toute vie porte en elle le germe de la mort et le poison de la solitude. Maupassant manifeste un intérêt passionné pour les troubles du cerveau et pour les avancées scientifiques de son temps dans le domaine de la psychologie. Il assiste au cours de Charcot à la Salpêtrière, cite explicitement dans le Horla les travaux de l'école de Nancy, notamment ceux du docteur Liébaud et du professeur Bernheim, et introduit dans ses récits des figures marquées par le fétichisme, les hallucinations, les pulsions meurtrières ou le somnambulisme. Il évoque aussi des expériences de suggestion et d'hypnose, confiant la narration tantôt à des médecins, tantôt à des personnages en proie à la folie. Son admiration pour de l'intelligence d'Hippolyte Taine, qu'il cite dans La vie errante, témoigne de la dimension intellectuelle de cette quête. À travers son œuvre, Maupassant explore les mystères de la conscience humaine au moment même où Freud amorce ses propres recherches sur l'inconscient. Comme le souligne Pierre Bayard dans Maupassant, juste avant Freud, l'écrivain anticipe nombre de découvertes freudiennes en reformulant, dans le champ littéraire, les grands principes de la psychologie naissante. Maupassant aurait ainsi atteint, selon Bayard, une telle connaissance des mécanismes psychiques qu'il demeure, aujourd'hui encore, capable de nous instruire. Son œuvre littéraire acquiert de ce fait la portée d'un véritable document clinique, à la fois poétique et scientifique, où la fiction devient un laboratoire de l'esprit humain. Si cette analyse vous intéressait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations littéraires. Votre soutien, un abonnement, un commentaire ou même un simple « j'aime » aide énormément à faire vivre la passion des lettres et à faire découvrir Maupassant et tant d'autres auteurs à un public plus large.